Merci de prendre le rendez-vous du décryptage de l'actualité au Bénin et dans le monde sur la télévision nationale. L'émission, c'est Club Mediaset, le carrefour des acteurs de la presse béninoise. Je reçois ce dimanche soir Yves-Patrick Loko, journaliste à la radio nationale, l'homme qui présente la revue de presse tous les matins. Yves-Patrick Loko, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, bonsoir aux téléspectateurs qui choisissent de suivre la nationale. Merci. Avec nous pour le décryptage de l'actualité de la semaine écoulée, Marcel Zoumenou, directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune. Marcel Zoumenou, bonsoir. Bonsoir Lénaïque, bonsoir aux auditeurs de la télévision nationale. Aux téléspectateurs, vous voulez dire? Téléspectateurs, pardon, de la télévision nationale. D'accord. Sacrifions à la tradition en démarrant avec la revue de presse hebdomadaire. C'est une réalisation de Marcel Arrossi. Troisième mandat, Patrice Talon n'en veut pas du tout. Sur sa parole donnée, le porte-parole du gouvernement rassure, Jacques Migan, définitivement recadré, estime palmarès qui pense même qu'il s'agit d'un débat fictif. L'opinion pourra maintenant se situer sur cette polémique née de la maladresse de maître Jacques Migan, ancien bâtonnier qui, au détour d'un entretien, a laissé entendre que le peuple aurait voulu d'un troisième mandat pour le président Patrice Talon. Non seulement cela a suscité un tollé général, mais plus encore, cela a eu l'écho défavorable dans l'opinion publique selon palmarès. Après avoir essuyé les mises au point du professeur Théodore Hollo, Jacques Migan a eu droit à une cinglante raclée de la part du porte-parole du gouvernement, analyse la presse locale. Laissez les politiciens faire leur débat politique, prenez rendez-vous, vous verrez comment le président Patrice Talon sortira par la grande porte, a déclaré le porte-parole du gouvernement à l'entame de son entretien avec les professionnels des médias sur le sujet, rapporte Diakpata. C'est d'ailleurs la manchette de l'événement précis. L'opinion nationale et internationale retiendra qu'un président de la République populaire en fin de mandat décide de se conformer scrupuleusement à ce que la Constitution en vigueur en ce moment a prévu. C'est ça le plus important à laisser entendre M. Humbedi, comme le rapporte le Télégramme. Chaque fois que vous entendez ces personnes, opposez-leur ce que le président lui-même avait déjà dit. C'est son second mandat, a-t-il rappelé selon Diakpata, avant d'ajouter que le chef de l'État a déjà lui-même inscrit dans la Constitution en vigueur que nul n'exercera plus de 2 mandats au poste de président de la République du Bénin. Fin donc de la récréation. Pression dans la libération de Madougou et Aïvo, jusqu'où iront Soglo et Yayi. Rien n'est moins sûr selon Info Matin qui affiche la même question en manchette. Ce ne sont pas les initiatives qui manquent ni du côté de Nicéphore Soglo ni de celui de Boni Yayi, prêt à rencontrer le premier magistrat du pays. Il y a également l'initiative d'une loi d'amnistie par les députés du parti Les Démocrates. C'est alors clair qu'il y a une tendance qu'on ne peut plus ignorer, estime Info Matin. Mais la bataille est perdue d'avance selon le Matinal qui estime tout de même que le silence des partis politiques de la mouvance présidentielle est suspect. Mais Info Matin semble très convaincu que pour le commun des mortels, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain qui assure une majorité confortable au chef de l'État peuvent sauver la mise aux détenus en question sur une simple consigne de leur chef de famille politique. Mais en politique, rien n'est jamais ni simple ni donné, ajoute le quotidien. Chaque acte politique est empreint de nombreux enjeux, tant sur le plan national qu'en dehors des frontières du pays. Il faut donc compter avec. On est dans un système de vases communicants et d'intérêts entremêlés, poursuit Info Matin. Mais aujourd'hui, une chose est sûre, on est de toute apparence à un carrefour dans ce dossier qui va forcément prendre une tournure ou une autre. Mais laquelle? Bien malin serait celui qui pourrait en deviner l'issue, conclut le journal. Pour Matin Libre, la volonté affichée de décrispation de la situation politique nationale est ainsi mise à l'épreuve. Aussi bien le chef de l'État que les députés qui soutiennent ces actions devront montrer à la face du monde leur bonne foi. Sur la question, le député UPR Orden Aldati a montré un intérêt, rapporte Matin Libre. Interrogé sur la télévision nationale à propos du durcissement des conditions carcérales de Rikia Madougou et de Joël Aïvo, Orden Aldati évoque la possibilité d'interpeller le gouvernement. Le député, c'est le représentant du peuple qui n'a pas à voir si celui qui le sollicite est de la
la gauche ou de la droite, aurait-il laissé entendre. Des maires sont élus députés, mais difficile d'installer leurs remplaçants dans plusieurs communes. Les cas d'Idja et Djougou préoccupent la presse. Les sessions extraordinaires convoquées sur demande des préfets du Zou et de la Donga n'ont jusque-là pas permis d'installer les édiles des deux villes. Après la démission de Denis Glegueto et de Malik Gominan suite à leur élection aux législatives de janvier 2023, le Béninois libéré y voit une indiscipline et une gourmandise dans le seul but de ternir l'image du bloc républicain qui fait la pagaille, s'interroge le quotidien. Dans la commune de Djougou, c'est le préfet de la Donga qui a reporté à une date ultérieure la séance de désignation du nouveau maire. La dite rencontre devrait se tenir le jeudi 23 mars 2023. Raison évoquée, cas de force majeure, rapporte le matinal. À Didja, c'était mardi 28 mars que devrait avoir lieu la session extraordinaire devant consacrer la désignation du successeur de Denis Glegueto. Mais là-bas aussi, rien de concret n'a eu lieu. Sur 25 membres du conseil, seulement 4 ont répondu à la convocation. Ce n'est pas un effet du hasard, affirme le matinal. Il s'agit de manigances politiques. De sources bien informées poursuit le journal. Les personnes désignées par les responsables du parti, à savoir le bloc républicain, ne reçoivent pas l'adhésion de la majorité des conseillers, tant bien à Didja qu'à Djougou. À Didja, par exemple, le choix du chef d'arrondissement de Seto, Mathias Agnon, ne fait pas l'unanimité. Déclaration du personnel de maison à la CNSS, un couteau à double tranchant. Si l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG, suivi de la revalorisation des salaires, a été applaudi par tous, ce n'est que la partie visible de l'iceberg selon Fraternité. Un fonctionnaire de l'État qui gagne moins de 200 000 francs ne peut plus s'offrir ce luxe pourtant indispensable pour son équilibre mental. Qu'en sera-t-il de certains employeurs qui engagent plus de 3 employés domestiques? La réponse pourrait donner le vertige, répond Fraternité. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. Le Télégramme, prison civile du Bénin, la liberté conditionnelle accordée à 10 détenus sur 300 éligibles. L'autre vision, occupation anarchique et illégale des berges et des rives de nos plans d'eau. Les concernés sommés de libérer les espaces au plus tard le 31 mai 2023. Palmarès, affrontement meurtrier entre éleveurs et agriculteurs, la sédentarisation à l'épreuve d'une réalité têtue. Le Progrès, entretien entre Chrysoula Zakharopoulou et Patrice Talon, le partenariat Bénin-France en marche. L'événement précis, résilience démographique, le Bénin fixé sur les enjeux et défis majeurs à relever. La Croix du Bénin, jeûne et partage au Bénin, les religions œuvrent pour la fraternité. Plusieurs sujets évoqués dans cette revue de presse hebdomadaire. Les principaux seront abordés avec nos débatteurs en plateau. C'est dans la deuxième revue de l'émission 7 jours au Bénin. Marcel Zoumenou, vous avez suivi l'actualité de la semaine. Les 26 et 27 juillet dernier, Emmanuel Macron était à Cotonou dans le cadre du renforcement du partenariat franco-béninois. Plusieurs accords de coopération ont été signés, notamment dans le domaine de la culture, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Cette semaine, c'est Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État française, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux qui était à Cotonou pour le suivi de tout ceci. Oui, le Bénin a, depuis 1960 et bien avant, une coopération classique, traditionnelle et très riche avec la France. Et cette coopération est continue. Vous avez parlé de la visite de Macron l'année dernière, et renforcée par celle de la ministre française, dont le nom, j'ai toujours des difficultés à dire le nom. Elle est d'origine grecque. Ok, je comprends très bien maintenant. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui est dans l'ordre normal du fonctionnement de nos États. Et le Bénin ne vit pas en autarcie. Et je crois très bien que, en dehors de la période entre 1975 et 1990, où le Bénin avait fait l'option du marxisme-léninisme, la France fait partie des premiers partenaires du Bénin dans beaucoup de domaines, je dis même le premier dans beaucoup de domaines. L'arrivée du président Patrice Talon a permis de renforcer cela.
ce qui est tout à fait normal. Et donc, moi, je prends cela comme quelque chose de l'ordre normal des choses qui n'est pas un truc, une particularité liée à notre pays ni liée à la France. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans un contexte ouest-africain où on parle de entre griffes montée du sentiment anti-français, encore que dans ce mot-là, si on doit faire le débat autour de ce mot, il y a beaucoup de choses qu'on y met et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exactes. Je dis dans ce contexte, l'arrivée d'un ministre français peut paraître une particularité pour certains. Ça peut paraître même un élément de critique. Et nous savons qu'il y a déjà des fronts et des partis ici qui s'organisent déjà pour animer des conférences et pour dénoncer le fait. Mais moi, je crois qu'il est très important pour chaque pays aujourd'hui de choisir la forme de partenariat qu'il veut avec tous les pays. Nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus multilatéral et le Bénin est libre de faire des coopérations avec la France comme il est libre de le faire avec un pays comme la Russie qui est en train de taper des pieds et des mains partout. Des pays comme la Chine, nous avons déjà des partenariats avec ces pays et qui demeurent toujours. Donc moi je crois qu'on doit continuer à faire ça en regardant ce qui nous avantage et en privilégiant les axes de partenariat sur lesquels nous avons quelque chose à vendre et pour lesquels nous avons quelque chose à gagner. Yves-Patrick Loco, la secrétaire d'État française qui a rendu ministre, a été reçue en audience par le chef de l'État Patrice Talon. Elle s'est rendue également à Porto-Novo pour apprécier les travaux de réhabilitation de la place Abessan, une place réhabilitée sur financement français. Elle a eu également à rencontrer les étudiants de l'école du patrimoine africain. Plusieurs conventions ont été signées en sa présence au ministère de l'économie et des finances également. Absolument, elle est là, elle est ministre d'État en charge des partenariats internationaux et c'est de bonne guerre si elle vient au Bénin pour pouvoir voir ce que ça donne en termes de partenariat avec le Bénin. Vous avez évoqué la réhabilitation de la place Abessan, ce monument-là, qui est en train de se faire actuellement et c'est un financement français. Nous avons l'école du patrimoine africain, l'EPA, qui est une école où s'étudie la culture notamment. Vous savez, elle est là également pour le plan culturel du partenariat entre le Bénin et la France. Également, l'éducation était à l'ordre du jour de sa tournée, sinon de son arrivée au Bénin. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a pour ambition de développer les lycées d'enseignement technique et tout ça, ceci a été discuté avec la ministre, contrairement à Marcel Zoumenou. Moi, je vais bien pouvoir prononcer son nom, Trisoula Zakharopoulou. Voilà. C'est pas si aisé pour toi aussi. Ce n'est pas si aisé. Mais toujours est-il que son arrivée au Bénin renforce davantage la coopération entre le Bénin et la France, une coopération vieille de plusieurs années. Le président Macron était au Bénin il y a bientôt un an, en juillet 2022, vous l'avez rappelé, l'ENAIC. Il a promis des choses dont la concrétisation va se faire avec l'arrivée de la ministre d'État française et je crois que le Bénin a besoin de ces partenariats-là. Le Bénin a reçu récemment le président nigérien Bazoum. On a parlé de coopération. Il s'est agi également de parler de ce projet qui va conduire le pétrole nigérien vers le port autonome de Cotonou, sinon vers la mer pour son transport ailleurs. Donc, on a besoin de ces partenariats-là. Le président rwandais est annoncé à Cotonou. Le président bissau-guinéen était à Cotonou il y a quelques mois également. Et je crois que la diplomatie béninoise est en train de bouger. Vous le savez si bien que moi, au début du gouvernement de la rupture, je remonte à l'année 2016, il y a eu révision de notre cadre diplomatique. Des ambassades ont été fermées, des représentations diplomatiques ont été fermées, mais je crois que de plus en plus, on assiste à une certaine réouverture, on assiste à une autre révision, voilà, de cette
carte diplomatique là, et je crois que c'est tout bénéfique pour le Bénin. Marcel Zoumenou, je vous voyais sourire, vous voulez répondre à Yves-Patrick Loko sur un aspect particulier peut-être? Non. Alors, la France qui fait tout pour consolider ses liens avec le Bénin, on a encore en mémoire l'historique retour des trésors royaux. Oui, et le retour des trésors royaux, c'était le point névralgique de tout ce qui se fait aujourd'hui entre le Bénin et la France sur le plan culturel. Et moi, je crois que ce retour a permis, en tout cas à moi personnellement, il y a beaucoup d'Africains que, contrairement à tout ce qu'on peut dire, la France pouvait quand même se montrer moins paternaliste et céder des choses. Et donc, c'est des trésors qui étaient en France depuis plus de 2 siècles. Et dans des anciens régimes, dans d'anciens gouvernements français, il y avait eu un refus de les accéder. Mais avec le président Macron, il y a eu cette flexibilité, cette ouverture qui a permis de les ramener dans leur pays. Je crois que ça devait continuer, c'est ce que nous observons, Patrick l'a détaillé. Il y a beaucoup de projets dans le domaine de la culture sur lesquels la France est positionnée pour apporter du financement, mais aussi pour apporter de l'expertise. Mais en dehors de ça, il faut quand même continuer, puisque les œuvres, les 26 œuvres qui sont revenues n'est qu'une infime partie de tout ce qui est là-bas. Et donc, sur ce projet-là du retour des œuvres, je crois également qu'il y a un petit effort que la France doit faire en plus pour amener d'autres trésors. On parle du Diougou, qui est la tablette de fa du célèbre Guédégbi aussi, si je ne me trompe. Et donc, pour moi, c'est des choses qui permettront au Bénin de se positionner comme une puissance culturelle. Je vois que c'est dans la politique du gouvernement, faire du Bénin une puissance culturelle et à partir de ça, faire du Bénin une puissance touristique. La culture entraîne le tourisme et le tourisme entraîne l'argent. Et je crois que tout est lié et il faut continuer dans ce sens. Et comme je l'ai dit, chaque fois que nous voulons faire une coopération, il faut voir là où nous avons nos intérêts et ce que nous pouvons apporter aux autres. C'est ce qui est important pour moi. Ce sujet a d'ailleurs été abordé par la secrétaire d'État française à l'occasion de sa rencontre avec les étudiants de l'école du patrimoine africain à Porto Novo. Oui, Marcel l'a dit, hein, c'est essentiel qu'on aille au-delà des 26 trésors restitués par la France, nos trésors royaux, qui ont constitué un butin de guerre pour le général Alfred Amédée Dode, qui est parti en France avec. Et il y a eu un rapport commandité par le président français avec Savoie et Felwinsa, qui a aussi proposé qu'au-delà des 26 trésors, qu'une multitude de trésors, une multitude d'objets détenus par la France reviennent au Bénin. La France a choisi 26, je ne sais pas si dans la numérologie, 26 signifie quelque chose pour la France, mais toujours est-il qu'un premier petit effort de 26 a été fait. Et Marcel l'a rappelé, la tablette du devin Guédégbe, la statuette de Gou et bien d'autres choses que le Bénin mérite de conserver dans ses musées. D'ailleurs, le musée, l'ancien fort portugais, Ouidah, est en pleine transformation pour devenir le musée international des mémoires de l'esclavage et d'autres choses. Des musées sont en construction ailleurs ou en réparation. Donc le Bénin a véritablement besoin de ces trésors pour les exposer et pour pouvoir drainer du monde. Si vous vous rappelez bien cette exposition diptyque qu'il y a eu au palais de la présidence, le palais de la Marina, d'abord en février 2022 et qui a été rouverte une deuxième fois. Il y a eu du monde, même d'ailleurs, qui est venu voir ces trésors-là. Donc, si on expose la culture, que ce soit l'art contemporain ou le patrimoine, ça draine du monde. Drainer du monde, ça veut dire que c'est les transports qui sont utilisés pour pouvoir venir sur place.
c'est les restaurants qui doivent servir à manger à ceux qui viennent voir. Même quand on quitte Ouida tout près, c'est du carburant qui a été mis dans les véhicules pour pouvoir acheminer les gens vers le palais de la Marina. Donc, tous différents secteurs de l'économie sont impactés quand il s'agit de venir visiter les trésors royaux, quand il s'agit de venir visiter les trésors royaux, et ce serait pareil quand ces trésors-là, quand ces 26 trésors-là seront dans un musée. Donc les gens vont se déplacer pour aller les voir, et c'est l'économie béninoise qui va s'en porter bien. La coopération muséale et patrimoniale est l'un des axes prioritaires de la coopération entre Cotonou et Paris. Comme le soulignait Yves-Patrick Loko, plusieurs musées sont en train d'être rénovés grâce à l'appui de la France. Oui, c'est une bonne chose. Je faisais allusion tout à l'heure à cette volonté du gouvernement de faire de notre pays une puissance culturelle. Et donc tout ça là, c'est lié. Et donc pour moi, le Bénin l'était, mais on n'a pas assez vendu ça. Et on n'a pas mis en place une politique pour cette communication, cette visibilité autour de ce riche patrimoine culturel du Bénin. Je crois que ces projets viennent à point nommé pour que on puisse, ici comme à l'extérieur, reconnaître ces atouts que nous avons, et nous en avons beaucoup. Et puis, à partir de cela, construire et faire de la culture, mais aussi du tourisme, une échelle de valeur, une échelle de ressources pour le pays. Je vois que c'est quand même intéressant. Et peut-être ce que je peux dire à côté, voici, en dehors de la France, il y a d'autres pays qui puissent toujours accompagner tous ces grands projets qui demandent quand même beaucoup d'argent, pour que on puisse être dans un partenariat multiforme, multilatéral, pour permettre à notre culture de rayonner. Parce que au-delà de tout, il y a aujourd'hui beaucoup de pays dans le monde, en dehors de la France, qui ont beaucoup de touristes qui se promènent dans le monde. La dernière fois, il y avait des touristes américains. Je sais qu'aujourd'hui, les Chinois, de plus en plus, ont les moyens de faire du tourisme. Ils sont 1,2 milliard. Si une bonne partie de ces touristes français que moi j'ai trouvé la dernière fois en France, ils étaient pleins sur les Champs-Élysées, un peu partout. Vous sortez, vous les voyez. Les touristes chinois, oui, qui sont partout dans le monde aujourd'hui. Avec leur appareil photo. Oui, oui. Donc, si ces touristes chinois peuvent s'intéresser de plus, ça fait un peu plus pour le Bénin. Il y a d'autres pays aujourd'hui qui ont beaucoup de touristes, les Indiens que vous voyez un peu partout quand vous sortez du Bénin. Et je crois qu'il faut faire en sorte que tous ces pays sachent que désormais au Bénin, il y a des choses qui peuvent intéresser et qui puissent attirer assez de grand monde. Voilà à peu près ce que je peux dire. Plusieurs conventions ont été signées pour booster la formation technique. C'est une priorité du gouvernement. Vous le savez bien, l'enseignement secondaire général a prouvé ses limites. Quand on va faire la A, on va faire la D, c'est vrai que les séries scientifiques sont très prisées, mais le gouvernement met beaucoup plus l'accent désormais sur la formation technique et professionnelle. Avoir des gens capables de pouvoir travailler rapidement une fois sortis du système secondaire, c'est une vision que prône le gouvernement. Donc, c'est pour cela que, en réalité, entre la France et le Bénin, ces accords-là ont été signés. Et il y a également la construction de nombreux lycées techniques qui est en vue. Quand on fait un lycée technique, il faut le doter en matériel, parce que ce n'est pas du matériel léger comme dans un collège d'enseignement général qu'il faut dans un lycée. Il faut des ateliers, il faut beaucoup de choses. Donc l'appui de la France était indispensable pour pouvoir réaliser ce rêve-là cher au gouvernement de la rupture. La formation professionnelle et l'enseignement technique qui sont très prisés aujourd'hui. Oui, moi je crois que, et ça trop tardé à ce niveau, moi je crois que on devait le faire un peu plus tôt, parce que on a vu tous les fondements de notre système éducatif, avec le nombre de chômeurs que
que ça produisait, parce qu'on avait formé beaucoup plus de théoriciens, des gens mais là aussi, quand je parle de théoriciens, ça dépend de quelle théorie vous avez appris. Il y a des théories qui sont importantes, il y a d'autres qui sont carrément inutiles. Et donc, je dis beaucoup plus de théoriciens. Et donc, il faut travailler à ce que nous ayons des gens qui soient opérationnels, des gens qui puissent faire quelque chose avec leur savoir. Et c'est-à-dire des gens qui allient le savoir et le savoir-faire. Et je crois qu'à ce niveau aussi, le gouvernement ne s'est pas trompé, parce que on sait que dans beaucoup de domaines, le Bénin est obligé de faire appel à de l'expertise étrangère pour faire des choses même les plus banales. Et donc, dans les domaines d'avenir, dans les domaines de l'artisanat, dans les domaines des travaux manuels, il y a beaucoup de choses que les jeunes qui doivent être formés dans ces lycées vont nous permettre de combler. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on les attend. Aujourd'hui, l'informatique est un domaine d'avenir. Combien de jeunes se positionnent dans ces domaines? Et combien sont-ils? Il y a beaucoup d'autres domaines. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'artisanat. On peut exporter l'artisanat béninois. Et donc, pour moi, les lycées techniques vont nous permettre de combler un vide qui était là depuis, et permet aussi de régler le problème de chômage qui devient de plus en plus inquiétant dans le pays. Nous allons nous intéresser à présent à l'univers carcéral. De nouveaux régisseurs sont nommés à la tête des maisons d'arrêt du Bénin. Qu'est-ce qui justifie, à votre avis, cette décision, Yves-Patrick Loko? Ce qui pourrait justifier cette décision, d'abord, c'est que il ne faut pas que les mêmes personnes restent tout le temps, parce qu'il y a la lassitude parfois, il y a la routine. Donc, il fallait faire ces changements-là pour permettre à ces hommes et femmes dirigeant les prisons et maisons d'arrêt du Bénin de faire des expériences ailleurs. Mais ce qui touche le plus, c'est que on a constaté ces derniers jours, on a lu dans la presse qu'il y aurait des problèmes dans nos maisons carcérales. On dit par exemple, sinon on a appris par exemple qu'au niveau de la prison civile de Misrété, 26 policiers ont été priés de repartir dans les rangs de la police républicaine, puisqu'il ne faut pas oublier quand l'agence pénitentiaire du Bénin, qui est dirigée aujourd'hui par un fonctionnaire de la police républicaine, quand cette agence-là a besoin du personnel, elle fait appel à la police républicaine qui lui envoie du personnel pour les prisons. Aujourd'hui, l'agence a décidé que son parcours avec ces personnes-là s'arrête, puisque on dit qu'il y a des problèmes dans les prisons. On dit notamment que plus de 600 téléphones portables auraient été retrouvés, alors que normalement, c'est un régime spécial qui est celui de l'utilisation du téléphone en milieu carcéral. Et des prisonniers qui font du live sur TikTok. Sur TikTok, ce qui est aberrant, ce qui est dangereux. C'est même dangereux pour la personne qui a fait ce que j'appellerais bêtise, puisque c'est ce bâton-là, si je dois mettre du français, enfin je dois tirer mon français de la langue fongbe, c'est le bâton de celui-là qui est en train de frapper tous les autres aujourd'hui. Même des prisonniers, des prisonniers jusqu'aux policiers, jusqu'à toute l'administration pénitentiaire du Bénin actuellement. Être en prison, ce n'est pas, comme l'autre l'a dit, ce n'est pas comme à la maison et qu'on se... c'est pas un hôtel 5 étoiles. Bon, utiliser l'expression de l'autre. Ça, c'est un autre dossier. Cette expression-là. Mais c'est dire qu'en prison, ce n'est pas à la maison. Il y a des choses auxquelles on n'a pas droit normalement. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On peut utiliser peut-être le téléphone avec une petite négociation, c'est pour des questions humanitaires aussi, mais se permettre un live sur TikTok, je crois que c'est une aberration et qu'il faut sévèrement punir cette personne-là si ça n'a pas été encore fait. Et dire qu'il y a mutation au niveau des régisseurs de prison et des gardiens-chefs, c'est une bonne chose, puisque à force de rester là, c'est peut-être ce qui favorise les dérapages
je ne parlerai pas de syndrome de Stockholm, mais quand la familiarité devient très agissante, devient très active entre prisonniers, peut-être forces de sécurité commis pour leur surveillance, c'est ce qui ouvre le boulevard à ces gens de dérive. Et il fallait que l'administration pénitentiaire du Bénin, l'agence pénitentiaire du Bénin agisse vite pour arrêter la saignée. Maintenant, il ne faut pas que les mauvaises habitudes reviennent au galop non plus. Donc, on va compter sur les nouveaux élus pour que les pratiques changent au niveau de la gestion dans les différentes prisons et dans les maisons d'arrêt du Bénin. Dans quel contexte situez-vous ce changement de tête au niveau des maisons d'arrêt du Bénin? Oh, bon, moi j'ai vu que depuis un certain temps, c'est devenu presque de la routine, c'est devenu presque de la coutume, les changements de régisseurs et de gardes pénitentiaires. Je crois qu'aujourd'hui même, dans nos journaux, on a pu dire que le poste de régisseur de prison fait partie des postes les plus risqués dans le pays aujourd'hui, puisque nous sommes partis des statistiques au niveau des prisons, les prisons phares, si nous pouvons le dire aujourd'hui. Nous avons vu que parfois on a eu des régisseurs qui ont fait moins d'1 mois au poste et qui ont été changés. Et chaque fois, les mots qui reviennent, c'est légèreté ou faute lourde, qui ne sont jamais détaillés pour qu'on puisse savoir ce qu'on appelle légèreté et faute lourde. Et nous avons également constaté que la fréquence des changements à la tête de nos prisons est au prorata où ça a commencé par s'accentuer depuis que dans nos prisons, on parle de détenus spéciaux. Les détenus spéciaux, c'est ceux qui n'ont pas été arrêtés pour des délits de droit commun, que certains appellent détenus politiques et que le gouvernement refuse, qui sont des détenus de droit commun. Et donc, pour nous, c'est qu'il doit forcément avoir un lien entre les deux, parce que nous constatons que les mêmes changements sont plus accentués au niveau des prisons où il y a ces détenus. En l'occurrence, la plupart des détenus dits spéciaux se retrouvent dans les prisons du Sud et plus spécialement les prisons de Cotonou et de Missirati. Et nous constatons que c'est beaucoup plus à ce niveau-là qu'il y a eu des choses là. L'autre chose qui explique cela, c'est que aujourd'hui, avec le décret, si vous regardez très bien le décret qui porte création de l'agence pénitentiaire du Bénin, il y a une disposition qui rend un peu plus responsable les gardes pénitentiaires, les régisseurs, de toutes ce que je peux appeler erreurs et turpitudes ou bien même évasion des prisonniers. Nous avons vu dans beaucoup de cas où actuellement on a des policiers qui sont en prison parce qu'ils ont manqué de vigilance à un certain moment et des prisonniers sont partis. Le cas de Bada est connu. Tout récemment, à la prison civile de Cotonou, il y a quelqu'un qui s'est évadé et après, le régisseur a été limogé. Et donc, il y a ça. Et ça fait que ça explique le fait que à la moindre faute, on est obligé de faire recours au limogeage de ces policiers. C'est vrai, Patrick l'a dit que c'est un poste aussi que quand les gens du trop, ils développent un certain nombre de familiarités. Et ces familiarités font qu'ils peuvent fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Je prends par exemple le cas des téléphones portables qui sont interdits en milieu carcéral, mais qu'aujourd'hui, beaucoup de prisonniers les ont et les utilisent peut-être en cachette ou peut-être avec la complicité de ces gardes. Mais ça aussi, il faut le comprendre, lié de plus en plus au profil des gens que nous avons en prison. Aujourd'hui, dans nos prisons, on a quand même des messieurs, quand ici je peux parler comme ça, des messieurs en griffe et des madames en griffe qui sont dans nos prisons et qui font que on se dit, est-ce qu'il faut les mettre au même degré que les autres prisonniers? Avant d'être prisonniers, ils étaient quelque chose dehors. Et donc, ça fait que les policiers, parfois, font semblant de fermer les yeux. C'est peut-être moyennant des intérêts, je ne sais pas. Mais ils ferment les yeux sur une certaine chose. Mais ceci dit, la situation des téléphones portables ne doit pas nous faire perdre de vue qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très alarmante dans les prisons avec la surpopulation carcérale, où des prisons sont passées de leur effectif normal à près de multiplier par 10
de ce qu'ils encaissent aujourd'hui et qui rend la vie très difficile. Il y a plein de rapports, les rapports de la Commission béninoise des droits de l'homme et même tout récemment de l'Amnesty International ont alerté le gouvernement sur la surpopulation carcérale qui est un drame parce que ça fait que parfois les gens tombent beaucoup plus malades ou bien il y a des étouffements dans certaines salles de prison. Je crois qu'au-delà de la sanction, il faut aussi voir dans quelle mesure il faut faire pour que les gens puissent mieux vivre dans les prisons, pour que ça ne soit pas, comme l'a dit un prisonnier, nous sommes considérés comme du bétail, et les soirs on nous compte comme des animaux de basse-cour qui reviennent à la maison les soirs. Et donc je crois qu'il y a un travail à faire, respecter les lois, mais travailler aussi pour que les prisons soient beaucoup plus humanisées. En surfant justement sur ces différentes considérations, quels sont les défis qui s'imposent au nouveau patron des cellules carcérales? Au nouveau patron des cellules carcérales, ça c'est une consultation que vous demandez. Non, c'est de rompre avec les anciennes habitudes, c'est de réellement faire le travail pour lequel ils ont été nommés, ils ont été choisis par l'agence pénitentiaire du Bénin. C'est de rendre également plus humaines les prisons. Parce qu'on a entendu la fois dernière qu'il y a eu des prisonniers morts électrocutés parce que le système électrique était défaillant, les installations étaient défaillantes à Abomey-Calavi, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc ce qui a fait, au lieu d'arranger un peu les installations, on a systématiquement demandé à ce que le courant soit coupé au niveau des bâtiments. Il y a des prisonniers qui auraient même cotisé pour s'acheter des ventilateurs pour pouvoir avoir de l'air, ce qui ne leur a pas été remis. Donc il faut réellement que les nouveaux patrons des prisons, je veux parler des régisseurs, des gardiens-chefs et aussi des officiers de police judiciaire qui ont été également nommés cette semaine, et qu'ils fassent tout possible pour que l'ambiance au niveau des prisons soit plus vivable. Il faut qu'ils s'en réfèrent à l'autorité, puisque c'est eux qui sont au contact de la réalité. C'est eux qui savent comment est la qualité du repas qu'on sert aux prisonniers, par exemple. C'est eux qui savent comment sont installés les équipements électriques. C'est eux qui sont au courant de la vétusté de ce matériel électrique-là. C'est eux qui savent beaucoup de choses et qui doivent les remonter. Qu'ils n'aient pas peur de remonter ces choses-là pour que l'autorité vraiment prenne ses responsabilités pour pouvoir, quand vous allez à la Cour constitutionnelle parfois, ou bien même à la Cour d'appel de Cotonou, quand des prisonniers doivent venir pour des dossiers, ils sont acheminés dans des véhicules, dans des minibus loués qui ressemblent au Topa. C'est vrai que l'agence pénitentiaire du Bénin fait l'effort maintenant de doter les maisons carcérales, les maisons d'arrêt, les prisons de véhicules. On en a perdu malheureusement, un véhicule qui allait à Natitingou et qui a fait un accident. Donc, il faut que le matériel soit mis réellement à la disposition de ces prisons-là pour que le travail se passe, pour le bien-être également des prisonniers. Et quand le prisonnier est dans de bonnes conditions, c'est vrai qu'il n'est pas à la maison, mais ça fait une satisfaction pour le gardien-chef, pour le régisseur, pour l'OPJ, qui savent que leur passage par là a permis de faire avancer les choses. Merci pour la consultation. On quitte le Bénin pour l'extérieur, c'est dans la rubrique Interactu. Marcel Zoumenou, je reviens à vous. Depuis le 26 mars dernier, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, effectue une tournée africaine. Les principaux pays sillonnés, on cite le Ghana, la Tanzanie et la Zambie. Votre appréciation de cette tournée? D'abord, je crois que de façon périodique, le numéro 1 et le numéro 2 des États-Unis viennent en Afrique. Bon, même si
Le voyage le plus fréquent, c'est pas sur le continent africain, mais ils viennent de temps en temps. Je crois que Obama est venu plusieurs fois et Trump aussi est venu 1 ou 2 fois, si je me trompe. Et donc, ils viennent de temps en temps, puisque les États-Unis, comme beaucoup de grandes puissances, ont des intérêts par ici et qui viennent pour entretenir. Et donc, moi, je ne suis pas personnellement surpris que ça soit la numéro 2, la vice-présidente américaine, qui vienne ici le temps que le numéro 1 s'occupe des patates chaudes qui gèrent. Et les patates chaudes sont connues, c'est la dédollarisation qui est en train de monter en flèche dans beaucoup de pays, c'est la guerre en Ukraine et c'est la chute de la banque comment on appelle, Silicon Bank, donc, qui sont des dossiers chauds qu'il doit gérer. Et deuxième chose, c'est que j'ai constaté que les 3 pays qui sont ciblés sont des pays anglophones. Et j'ai constaté que dans les 3, il y a un en particulier, le Ghana, qui de façon fréquente reçoit la visite des chefs d'État américains souvent. Obama est venu là, je crois que Trump aussi est venu, si je me trompe, mais avant Obama, il y avait quelqu'un qui était déjà là. C'est un symbole de démocratie. Tout à fait, le Ghana aujourd'hui est l'un des meilleurs exemples de démocratie en Afrique, après le cas Namibie et le cas botswanien qui est très connu. Le Ghana est un exemple aujourd'hui et c'est un pays aussi qui est un pays émergent sur le plan économique. Et je crois que chaque fois qu'ils viennent au Ghana, c'est de nous montrer l'exemple de ce pays qui est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, pour finir, je ne peux pas dire qu'elle vient en Afrique à cette période-ci sans que ça n'a aucun intérêt géostratégique pour eux. On sait qu'aujourd'hui, le vrai problème, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest, mais de l'Afrique en général, c'est que ça devient un continent assez discuté entre les 5 puissances membres du Conseil membres permanents du Conseil de sécurité, la Chine qui est en train de, comme je le disais tout à l'heure, de battre des mains et des pieds pour avoir aussi son précaré en Afrique, et qui veut rivaliser avec les anciennes puissances comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Et donc, l'Afrique devient un enjeu pour la plupart de ces pays. Et l'enjeu se renforce par le fait que la plupart viennent en Afrique pour tirer les ressources minières et énergétiques de l'Afrique pour alimenter les industries dans leur pays. Le deuxième enjeu, c'est que l'Afrique, c'est quand même 1 milliard d'habitants et ça fait un marché lequel on peut déverser des produits manufacturés. Nous savons tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo avec la guerre que alimente depuis le Rwanda, le M23, chose là, et qu'il y a une guerre du coltan. Et c'est connu que c'est la guerre du coltan qui se passe au Congo depuis un certain moment. Et derrière cette guerre du coltan, il y a toutes ces puissances-là. Il y a les États-Unis, il y a la France, il y a la Chine et tout le reste. Et donc, l'Afrique est un terrain d'intérêt, d'enjeu pour eux. Et je ne peux pas nier que si Kamala Harris vient, c'est qu'elle est venue seulement pour venir nous applaudir, pour apporter du bien. C'est qu'ils ont aussi des intérêts à sauvegarder au moment où d'autres puissances veulent leur raver la vedette. Et c'est un déplacement qui se tient au lendemain du sommet sur l'Afrique tenu à Washington en décembre dernier. Un sommet qui envisage le renforcement du partenariat avec les pays africains face à la montée en puissance de la Chine et de la Russie, comme l'évoquait Marcel Zoumenou. La Chine qui a aidé l'Union africaine à construire le bâtiment de son siège à Addis Abeba. La Russie qui est de plus en plus présente sur le continent africain, aux côtés notamment de l'Afrique du Sud, avec qui elle partage une institution, les BRICS. Voilà, la Russie qui est là, mais pas de façon formelle, avec les militaires de Wagner. La Russie qui est applaudie juste à côté de nous au Burkina Faso, la Russie qui fait des actions au niveau du Mali, au niveau de la Guinée peut-être. Donc c'est dire que le continent africain est un marché aujourd'hui très prisé. Marcel l'a dit, c'est un terrain
où se concurrencent les anciennes colonies. C'est vrai que les États-Unis ne sont pas une ancienne... Les anciennes puissances. Les anciennes puissances, j'allais dire. Bon, il y a les colonies, il y a la France et la Grande-Bretagne, notamment, qui sont sur le terrain également. Donc, le déplacement de Kamala Harris au Ghana, en Tanzanie, entre autres, c'est pour pouvoir sécuriser le marché américain, puisque Marcel a parlé de déversement de produits manufacturés. C'est également pour pouvoir réserver sa part dans les ressources minières, que c'est le Ghana, c'est la côte de l'or. Je ne sais pas s'il y a encore de l'or dans le sous-sol ghanéen. La Tanzanie, c'est un pays qui est même surendetté. Donc, il fallait que les États-Unis viennent sécuriser ces territoires anglophones. On a constaté que les 3 pays visités, c'est des pays anglophones, que les États-Unis, à travers sa vice-présidente, sa deuxième personnalité, viennent quand même sécuriser ses intérêts américains, renforcer les liens pour pouvoir montrer que ce grand pays est sur le terrain aux côtés des autres puissances qui ont également tout intérêt à être en Afrique. L'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Cheikh Tidiane Gadio, qui disait que malheureusement, il n'y a pas de puissance vertueuse. Si vous rejetez l'une pour l'autre, celle qui vient, elle ne vient pas pour vos yeux, hein, elle vient parce qu'elle a des ressources à tirer chez vous. Avant l'arrivée c'est vrai, vous avez évoqué le sommet États-Unis-Afrique, mais quelques jours avant l'arrivée de Kamala Harris au Ghana, en Tanzanie, on a remarqué la présence de Tony Blinken au niveau du Niger à côté de nous. Bon, il nous a survolé, il n'est pas venu encore chez nous. C'est-à-dire que c'est la course, c'est la course aux ressources minières de l'Afrique qui reste encore très importante. Le coltan est toujours présent dans le sous-sol de la RDC avec d'autres ressources minières. On a le pétrole qui est découvert au Niger qui doit transiter par le Bénin. Donc, c'est de bonne guerre que les puissances courent pour courtiser l'Afrique. Ces visites ponctuelles suffisent-elles face à la présence presque permanente de la Russie et de la Chine en Afrique? Non, aucun pays n'est présent de façon permanente. En dehors du fait qu'ils ont des ambassades, tous ces pays ont des ambassades. Je crois que si on doit faire le point, à l'opérationnel, le point arithmétique même, les États-Unis ont plus d'ambassades en Afrique que la Russie aujourd'hui. Et donc, du point de vue stratégique. Oui, en fait, nous parlons beaucoup plus de ce que je vais dire influence russe, si je peux dire comme ça. Parce qu'ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Si vous constatez, les Russes utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Et quand vous utilisez les réseaux sociaux aujourd'hui, ça donne l'impression que vous êtes le plus influent. Mais c'est normal puisque les autres avaient déjà leur place. Ils avaient déjà des sièges. Ils sont assis. Mais la Russie est en train de vouloir chercher ses places, ses sièges pour s'asseoir. Et en dehors du Bénin, comme je le disais tout à l'heure, la période révolutionnaire de la Guinée sous Sékou Touré, Amilcar Cabral, c'est quel pays, Cap-Vert ou je ne sais quoi, et c'est un rare pays qui était du côté du bloc socialiste. Il y a très peu de pays qui ont eu des partenariats avec la Russie. Donc la Russie est en train de venir, est en train de chercher sa place. Et donc aujourd'hui, avec sa stratégie, ça lui a marché. La Russie a déjà récupéré 3 pays et les a pris chez la France. Je parle du Burkina, je parle du Mali et je parle de Centrafrique, qui sont des pays qui regardent beaucoup plus du côté de Moscou que de Paris. Et donc, c'est de bonne guerre. Et peut-être que quand vous faites le djem, comme pour utiliser un thème des Djabi, et ça vous marche, vous avez en moins de 5 ans, vous prenez 3 éléments, ça vous donne envie de continuer pour prendre encore, et ils vont voir des maillons faibles et ils vont peut-être prendre. Est-ce que c'est le Bénin? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le Niger? Je ne sais pas. Ça renforce les velléités expansionnistes. Tout à fait. Est-ce que c'est le Ghana? Je ne sais pas. Donc, mais la Russie, il veut toujours prendre. Et ce serait bon intérêt pour dire, moi-même, j'ai mon petit précaré en Afrique.
Et comme tu l'as dit, aucun des pays ne viennent pour le beaux yeux, ils viennent pour leurs intérêts. La Russie vend beaucoup d'armes, en vend à tous les pays avec lesquels elle est en partenariat. La Chine en vend, tous les pays en vendent. Et donc, ils viennent pour faire leur business en Afrique. C'est à nous d'être vigilants et de savoir, dans tous ces pays qui viennent, qui nous font la cour, et vers qui il faut aller pour avoir quelque chose. Si je veux quelque chose, je sais qu'il faut aller vers tel pays. Si je veux l'autre, je sais que non, ce pays n'est pas bon, l'autre est bon. Et donc, développer le multipartenariat, multilatéralisme pour nous permettre de se développer au lieu de se cramponner aux seuls pays avec lesquels nous avons les relations traditionnelles et coloniales. Moi, je crois que c'est de bonne guerre et chacun a quelque chose à y tirer si on s'organise mieux. Finissons avec la dernière rubrique de l'émission, les potins de la toile. Yves-Patrick Loko, un nouveau trophée dans l'écurie des distinctions et récompenses de la diva Angélique Kidjo. Elle est la lauréate 2023 du prix Polar Music Prize. Et j'avoue que je ne connaissais pas ce prix-là, le prix international Polar. Et c'était une découverte avec la nomination de notre compatriote Angélique Kidjo avec 2 co-lauréats pour prendre ce prix-là le 23 mai prochain à Stockholm, la capitale suédoise. Donc, ça veut dire que Angélique Kidjo... Elle qui a eu à enchaîner les Grammy. Voilà, elle n'a pas fini de nous étonner. Elle a eu beaucoup de Grammy, on pensait que c'était le summum. Or, il y avait autre chose également. Donc, c'est dire que le travail acharné, le travail bien fait, finit toujours par payer, a commencé par payer chez Angélique Kidjo depuis longtemps, mais elle est restée dans la durée. Je lui tire chapeau et je souhaite que d'autres artistes, nos contemporains, d'autres artistes béninois, suivent la voie tracée par la diva Angélique Kidjo pour également être reconnue à l'international, comme ça a été fait avec Angélique Kidjo qui remporte un autre prix en 2023. Marcel Zoumenou, c'est l'une des plus hautes distinctions sur le plan international en matière musicale. Sont ainsi saluées la diversité de ses influences musicales, l'originalité de ses clips et son engagement humanitaire. Oui, je crois que c'est les 3 choses qui sont remerciées là. Et je crois que Angélique Kidjo, on ne peut plus la présenter aujourd'hui. C'est la meilleure ambassadrice de la culture béninoise à l'extérieur. Moi, je me rappelle que... Elle est presque la carte d'identité du Bénin. Culturelle du Bénin. Et parfois, sur certains médias, les gens font la confusion en disant qu'elle est malienne ou togolaise. Je me rappelle de sa prestation devant les présidents. Oui, que les presque 90, je crois que c'est au centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale, et beaucoup de médias se trompaient sur sa nationalité, et nous devons être fiers d'elle. Et pour le prix, je crois qu'elle est la 3e africaine après Myriam Makeba et puis Ismaël Youssou, pour ce que j'ai appris. Et il paraît aussi que c'est l'un des plus grands prix après le Grammy, en tout cas dans l'espace européen, c'est un grand prix. Moi, je ne suis pas surpris parce que elle s'est ici à un niveau où il n'y a pas beaucoup d'Africains qui ont pu atteindre ça en musique. Elle est aujourd'hui au sommet de son art. Et moi, je suis d'autant plus surpris parce que, contrairement à beaucoup de musiciens, Angélique, en tout cas, peut-être que les experts de la musicologie vont me démentir, n'est pas devenue ce qu'elle est devenue en prenant un rythme africain et en vendant un rythme africain, mais elle a africanisé des rythmes européens, beaucoup plus le funk et puis le truc, l'autre... en revisitant les chansons vaudou, et en mettant des chansons sur un rythme européen qu'il a. Et je crois que ça, c'est extraordinaire aujourd'hui. Ça dit qu'elle a fait un peu le chemin inverse de ce que la plupart des musiciens qui émergent en Afrique, au-delà de l'Afrique, font. Et ça lui a marché. Je crois que c'est original. En dehors de ça, comme on le dit, c'est que elle va puiser dans presque toutes les cultures du monde
des aspects qu'on n'a pas encore fait ressortir. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la musique de recherche, elle est une icône dans la musique de recherche au monde. Et je crois que ce n'est que justice qui lui est rendue à travers ce prix, et peut-être qu'elle va continuer à gagner des prix malgré son âge. Et nous aussi, on est fiers d'elle et on peut dire bravo. Fiers nous sommes, mais il faudra préparer la relève. Il faudra préparer la relève. Il ne faudrait pas qu'on se limite uniquement à Angélique Kidjo sur la scène internationale. Mais je sais qu'elle donne la main à de jeunes artistes. La fois dernière, les Teriba, les sœurs Teriba se sont retrouvés sur la même scène qu'elle. Ce n'est pas la première fois. Même Zenab aussi. Oui, Zenab aussi. Et elle a été surtout, enfin, parmi les critères, il y a l'engagement humanitaire. On sait que ici au pays, Angélique Kidjo est la promotrice de la Fondation Batonga. C'est vrai, c'est beaucoup de filles, des milliers de filles qui sont scolarisées, à qui elle apporte de l'aide. J'aurais voulu... Les Béninois auraient voulu qu'elle fasse bien plus. Moi également, j'aurais proposé que des hôpitaux portent son nom, par exemple, que des maternités, des centres, des orphelinats. Bon, peut-être qu'elle y pense et on l'attend peut-être sur ce terrain également. Merci à vous, Yves-Patrick Loco, journaliste à la Radio Nationale, Marcel Zoumenou, directeur de publication du quotidien La Nouvelle Tribune. Ce sera tout pour Club Média 7 de ce jour. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci également à vous, chers amis téléspectateurs. À très vite.